Bonjour Charles. Salut Guillaume. Donc bienvenue dans ce deuxième épisode. Ça fait genre une série, première saison, deuxième épisode de Je vous la fais courte. Donc une émission sur comme un ode à la pensée en arborescence. Donc on va partir sur une discussion qui va être ton histoire. Il va durer 4 heures. Qui va durer 4 heures, ouais. Et juste 2 mots. Je suis ravi de t'avoir, Charles, parce que pour moi, t'es quelqu'un d'important dans ma vie. Et on s'est rencontrés en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, ce qu'il y a de particulier quand on vit en Guadeloupe, à l'époque, c'était avec Irina, qu'on embrasse, et ma sœur de cœur. Et en Guadeloupe, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on n'a pas nos familles, en fait. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, surtout quand on vient du sud comme moi et qu'on n'a pas quitté, son village. Et tu es arrivé avec Clémence dans nos vies et depuis, tu fais partie de la famille. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et quand tu dis que c'est pas facile pour quelqu'un du sud, c'est pas facile pour quelqu'un du nord non plus. Et on pourra peut-être en parler, mais la seule fois où j'ai quitté ma famille, j'ai fait une dépression, j'ai perdu 7 kilos. Et je suis parti, c'était en 3 semaines de voyage. J'étais censé partir 2 mois. Je suis revenu après 3 semaines parce que je suis pas arrivé. Donc, je comprends ce que tu dis. Oui, parce que Charles, tu viens d'où? Je suis belge, voilà, de Bruxelles. Ouais. Bon, bienvenue encore une fois, Charles. Donc, Charles, tu fais quoi dans la vie? Ouh là là. Comment répondre à cette question? Alors, aujourd'hui, je me qualifie comme étant coach de vie. Donc, j'aide les gens à retrouver un alignement professionnel, principalement. Mais après, on travaille sur tout type de sujets ensemble. Donc, voilà. C'est la manière dont je me définis aujourd'hui, qui évolue tous les 2 mois en moyenne depuis 10 ans. Ouais, parce que moi, quand je t'ai... Alors, petite parenthèse, moi j'ai fait des séances avec toi que j'ai trouvé franchement fabuleuses. Merci parce que tu m'as fait vraiment avancer. Et moi je te conseille. Je vous conseille Charles et il est fabuleux. Et petite parenthèise... J'ai aussi fait des séances avec toi en soins énergétiques que j'ai aussi trouvé fabuleuses. Maman pub. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui est drôle, parce que, voilà, pour vous la faire courte, c'est que avec Charles, vous avez compris qu'on s'aime beaucoup. Et on a voulu... ça fait longtemps qu'on veut bosser ensemble, en fait. Et là, on est en train d'organiser quelque chose ensemble. Donc, un stage. Et ou une retraite, ou qu'importe, en fait, on va proposer quelques jours tous les deux, où on va animer tous les deux. Mais ça, on vous en parlera plus tard. Et à cette occasion, en fait, je dis, mais Charles, il faut que je te présente avant, quoi. Donc, il y a tellement de choses à dire sur toi que, voilà, je voulais faire cette émission avec toi, quoi. Merci, ça m'honore et ça me fait vraiment hyper plaisir de parler avec toi dans cette conversation en arborescence. Parce que moi, quand je t'ai connu, t'étais pas du tout coach. Absolument pas. Ouais. Effectivement, j'en étais très loin. Je sais pas si tu veux que je raconte un peu. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est les parcours. Ouais. En fait, moi, j'ai fait des études d'ingénieur, de bio-ingénieur. Alors, je me suis lancé dans ces études sans vraiment savoir ce que ça représentait et ce que j'avais vraiment envie de faire. Ce que je savais et la raison pour laquelle j'ai choisi ces études, c'est que j'avais besoin de sens dans ma vie professionnelle, et dans ce que j'apprenais et dans ce que j'avais envie de transmettre au monde. Et il me semblait, en gros, dans l'aquarium dans lequel j'ai grandi en Belgique, dans mon milieu, etc., que c'était des études qui pouvaient m'amener à contribuer d'une manière ou d'une autre à comment le dire, à œuvrer dans une cause qui était chère pour moi, c'est-à-dire l'environnement à ce moment-là.
Et donc j'ai fait ces études de bio-ingénieur et à la fin de mes études, avec ma femme Clémence, on avait très envie de voyager et de partir en Guadeloupe ou en Martinique parce qu'elle est kiné et du coup c'était des destinations qui nous permettaient de trouver un travail pour elle et potentiellement moi aussi de trouver un travail. Et donc je me suis renseigné sur des opportunités professionnelles dans ces pays-là, enfin dans ces pas pays mais dans ces DOM, en Guadeloupe et en Martinique. Et le gars avec qui je faisais mon mémoire de fin d'études avait bossé en Guadeloupe et donc je lui en ai parlé. Je fais écoute, tu connais des gens, etc. Il m'avait donné des contacts, mais à un moment donné, il m'a surtout dit mais t'aurais pas envie de bosser avec moi un petit peu là En gros, on s'entendait très bien, il aimait bien la manière dont je bossais et tout ça. Et donc on a construit un sujet de thèse de doctorat à deux autour de la Guadeloupe. C'est assez original, mais on est parti du contexte dans lequel je voulais travailler. On a créé un sujet, mais bon, il connaissait bien le contexte, donc ça se mettait bien. Et on a créé un sujet de thèse. J'ai postulé pour une bourse, j'ai eu ma bourse, et donc je suis parti en Guadeloupe dans ce contexte-là. Et donc quand on s'est rencontrés, j'étais en train de faire cette thèse de doctorat avec ma casquette d'ingénieur dans mes champs de bananes, dans mes champs de canne à sucre. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré Irina. Irina, qui à cette époque, vous viviez à deux Oui. à Capesterre-Belle-Eau. Et j'ai rencontré Irina parce qu'on travaillait au même endroit. Pas du tout sur les mêmes sujets, mais au même endroit. Et on s'est très vite super bien entendu, évidemment. Et là, j'ai rencontré Guillaume qui arrivait en Guadeloupe pour rejoindre Irina. Il me semble que t'étais pas là le jour 1. Je sais plus si ma mémoire me joue des tours. Et très vite, avec Guillaume, on a commencé à parler, à refaire le monde ensemble, à parler de sujets très profonds. Et ça, en général, c'est signe que je m'entends bien avec les gens. Parce qu'on avait une très belle maison et magnifique. Et du coup, c'était l'occasion d'inviter les copains à manger des bons barbecues de poisson et boire du rhum. Effectivement. Ouais, la vue de cette maison était incroyable. Une vue sur la mer avec Marie-Galante dans le fond, c'était juste dingue. C'était magnifique. Magnifique. Et c'était l'occasion de refaire le monde de plusieurs soirées. Ouais. Jusqu'à tard ou tôt, je sais pas comment on peut définir ça. Et c'était génial. On partait vraiment sur tous les sujets qui nous passionnent. Dans les anomalies du réel, comme j'aime bien le dire. Ouais, c'était passionnant. Enfin, des moments incroyables qui, comme tu dis, comme on est loin de notre famille, très vite on crée des liens hyper forts. Et en quelques soirées comme ça, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et, oui. Et c'était des moments vraiment magiques que je garde ancrés vraiment en moi. Et je me souviens déjà, d'une certaine manière, il y avait des sujets qui tournaient autour du développement personnel quand on parlait. Moi, je n'étais pas encore conscient que c'était un sujet qui me passionnait. Mais on parlait déjà de méditation, d'arts martiaux, de plein de trucs, je me rappelle. Et du coup, c'est ta mère. C'est ta mère parce que tes parents sont venus. Moi, j'ai eu ton père sur ma table de soins. Ouais. Qui était bloqué parce que il y avait eu un cheval mort dans son ranch. Il avait tiré le cheval tout seul. Il s'était pété le dos. Ouais. Et tu m'as dit, ouais, tu peux le prendre. Et du coup, dans la maison, j'avais ma table de soins et je me rappelle l'avoir pris. Ouais. Et du coup, il y avait aussi ta mère et son compagnon qui étaient là, je me rappelle. Et on avait fait une grande soirée et ta mère nous avait fait une conférence sur les miracles de l'aube. Ouais, c'est ça, la magie de l'aube. Elle avait appelé ça la magie de l'aube. La magie de l'aube. Et ouais, c'est une conférence qu'elle était en train de construire au moment où elle est venue en Guadeloupe. Et elle nous l'a présentée pour s'entraîner, pour la peaufiner. Et c'était assez chouette. Et d'ailleurs, tu m'avais dit qu'encore aujourd'hui, il y a des outils qu'elle t'a partagés que tu utilises presque quotidiennement, quoi. Ah oui, complètement. Et que je transmets. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de cohérence cardiaque. Ouais, incroyable. Et l'histoire de ta maman par rapport en plus à un lieu qu'on adore, c'est Marie-Galante. Pour le coup, c'est un lieu magique.
et elle nous avait fait cette conférence sur son parcours de vie et qui était vraiment touchant. Et elle nous a mis le pied à l'étrier du coup, c'est quoi la magie de l'aube, c'est ça? Ouais, la magie de l'aube. La magie de l'aube qui sont, qu'on peut appeler maintenant les miracles morning ou. Ouais. Je sais pas à quel point tout ça existait déjà, j'imagine en partie. Oui. Mais elle avait effectivement parlé de ça à un moment donné, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Complètement. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, tous ces sujets-là, c'était underground. Yeah, c'était il y a presque 10 ans, même. Attends. C'était en 2015, c'était il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Ouais, c'est fou. Et pour ceux qui connaissent pas la cohérence cardiaque, Guillaume, est-ce que tu peux leur expliquer? Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas, donc. Oui, la cohérence cardiaque, c'est une pratique de respiration qui a été. Les respirations font partie du yoga, entre autres, et cette respiration-là a été reprise par la NASA pour ses pilotes. Et si je me souviens de l'histoire, et c'est une respiration qui est sur 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire. Et sur 5 minutes, 3 fois par jour. Donc le matin, le midi et le soir, pour réguler le système, pour ralentir le système, en fait. Et ça passe forcément, la respiration va agir sur le nerf vague et qui va calmer tout le système pendant 5 heures. Si mes souvenirs sont bons, est-ce que tu peux en rajouter? Et en fait, ce qui rend aussi cette technique de respiration assez intéressante, c'est que il y a énormément de recherches scientifiques qui ont été faites spécifiquement là-dessus. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux qui ont étudié les impacts que ça peut avoir. J'ai plus l'étude exactement en tête, mais je me souviens qu'il y avait une étude avec plus de 600 participants où ils avaient fait faire de la cohérence cardiaque à un groupe et puis ils avaient comparé un groupe contrôle. Ils avaient analysé plein de paramètres et c'était un truc de dingue au niveau de la productivité, au niveau du stress. Ça régulait beaucoup de choses. Et donc en fait, si on est sensible aux questions de crédibilité, etc., d'exercice de respiration, celui-là, il est vraiment hyper reconnu par la communauté scientifique. Aussi, ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'on l'appelle cohérence cardiaque parce qu'il crée une cohérence entre le système nerveux et le système cardiaque et le cœur. Parce que concrètement, ce qui se passe quand on inspire, c'est que on va mettre en route le système lié au stress, qui va augmenter le rythme cardiaque, qui va mettre des hormones de stress en route, etc., pour donner de l'énergie. Et quand on expire, on va plutôt mettre en route le système qui va calmer le stress, et donc ralentir le cœur, mettre en place des hormones plus liées au calme, etc. Et en fait, le fait d'avoir quelque chose de très régulier entre l'inspire et l'expire va mener à une sorte d'équilibre, de cohérence entre les battements du cœur et le système nerveux, hormonal, lié à la gestion du stress, etc. Et ça, je trouve cool. Ah oui, il faut expérimenter parce que tu le fais, tu le fais normalement, tu peux le faire tous les jours, mais si tu le fais bien pendant à peu près 21 jours, je crois, quand tu as une source de stress, le fait d'inspirer, en fait, ton corps se souvient et met en place de suite toutes ces hormones-là qui vont s'équilibrer, qui vont calmer le moment, quoi. Ouais, et aussi pour si des personnes sont intéressées par cette technique, il y a énormément de vidéos sur YouTube ou même sur Spotify des bandes son qui aident à faire l'exercice de cohérence cardiaque. Donc c'est des vidéos de 5, 10, 15 minutes selon le temps qu'on a devant soi. Et en général, il y a une musique, un rythme qui aide à suivre l'inspire, l'expire, 35 secondes. Et en fait, moi, tous les matins, dans ma douche, je le fais dans ma douche parce que je me connais et je le combine à quelque chose d'autre pour être sûr de le faire. Je le fais dans ma douche et en fait, dès que la musique se met en route, je sens qu'il y a tout mon corps qui commence à comprendre un peu comme le cheval qui rentre à l'écurie, qui sent qui est en train de se passer quelque chose. Je sens qu'il y a ma mémoire qui se met en route et
et l'exercice a de l'impact, même si j'ai pas encore commencé à respirer, quoi. Donc c'est marrant. À force de le faire de manière très régulière, effectivement, il y a une forme de mémoire qui se crée. C'est hyper drôle ce que tu dis parce que moi j'utilise beaucoup la musique pour plein de choses dans ma vie, pour des moments de ma vie. Par exemple, quand je me prépare à aller au sport, dans mes oreilles, pour me motiver, en fait, je mets un style de musique particulière, des chansons particulières, assez régulièrement. Ils ne sont pas des musiques que j'écoute vraiment d'habitude, en fait. Et quand je mets ces musiques, mon corps se souvient que ça va être le moment de se mettre en action. Et je le sens dans le corps, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et c'est exactement pareil. Alors, j'ai une musique en particulier quand j'ai fait mon initiation en Reiki. J'ai une musique que j'ai qui passait en fond, et après j'ai utilisé sur les premiers temps. Quand je mets cette musique-là, mon corps se souvient du moment. Et là, les 3 premières notes, et ça me fait... C'est extraordinaire. J'adore en fait la musique, la fonction de la musique et le rapport en fait avec le corps et ce que ça met en place en fait. On se souvient, quoi. À fond. Ouais, c'est super intéressant. Toutes ces mémoires qui sont pas directement liées au mental, mais au corps, au son. Ouais, c'est génial. Du coup, ta thèse, c'était sur quoi? Oh là là. T'as pas peur, hein? Non, mais juste voir. Là, non, en gros, ma thèse, de manière, je vais un peu vulgariser pour que ça parle un petit peu aux gens. Mais l'idée, c'était de comprendre que se passe-t-il quand on remplace une forêt tropicale par un champ de bananes et un champ de canne à sucre au niveau de tous les transferts de nutriments, au sein de l'écosystème. Donc, quand on a une forêt, si tu veux, on a des nutriments qui sont à la base dans la roche, qui se retrouvent dans le sol, puis qui sont absorbés par les racines des arbres, des buissons, des plantes, enfin bref, qui se retrouvent dans la biomasse. Et puis, l'intégralité de la biomasse d'une forêt, en principe, en tout cas dans l'écosystème que j'ai étudié en Guadeloupe, retourne sur le sol. Et donc, on a un cycle qui est relativement fermé entre le sol et la végétation. Pour faire simple, il y a toujours un peu des pertes via l'eau qui va s'infiltrer, l'eau qui va ruisseler, etc. Mais grosso modo, dans une forêt, on est dans un système relativement fermé. Et puis, quand on enlève une forêt et qu'on la transforme en un écosystème cultivé, on va changer cette fonction, on va changer cette boucle. Et en gros, j'ai étudié ces cultures en particulier parce qu'elles ont une particularité par rapport à d'autres cultures, c'est quand même une bonne partie de la biomasse retourne au sol. Contrairement à un champ de blé, par exemple, où on va extraire les pailles pour les utiliser à d'autres fins, et donc elles vont pas retourner directement au sol. Elles peuvent retourner via le fumier plus tard, etc. Mais dans la banane et la canne à sucre, on va extraire les parties comestibles et on va retourner tout ce qui n'est pas comestible au sol, directement. La canne, ça va être toutes les feuilles qui vont retourner au sol, et la banane, pareil, toute la plante, à part le régime de banane, tout est directement... on coupe la plante et on la laisse par terre, elle se décompose. Et donc l'idée, c'était un peu d'étudier ces systèmes particuliers, puis j'ai un peu fait une revue de littérature pour comprendre ce qui se passait avec d'autres cultures tropicales, comme le riz, et voilà, donc c'était un peu ça. Et donc quand j'étais en Guadeloupe, j'étais pas mal sur le terrain, ce qui m'arrangeait bien. J'aimais bien cette partie-là. Et donc j'étais dans la forêt, dans les champs de canne, dans les champs de bananes et un peu dans les rivières aussi pour comprendre ce qui se passait au niveau des rivières. Et là, je travaillais un peu avec Irina d'ailleurs dans les rivières. Il y avait un coin qui était fabuleux là, dans un point, je sais pas comment on appelle, là où vous releviez en fait des données. Ouais. C'était dans la forêt là. Et, ouais. Et c'était où? C'était ma mémoire. Ouais, il y avait un point de prélevage où il y avait un bassin où il y avait moyen de nager. C'était magnifique. C'était pas magnifique, c'était magique. Ouais. Parce que c'était un endroit
qui était, on avait trouvé que il était comme délimité en fait. C'était ce bassin, il était mais extraordinaire quoi. Hmm. C'était un lieu de ressourcement total. J'ai adoré ce lieu en fait. Ouais, et ça fait partie des privilèges quand on habite un endroit comme la Guadeloupe, c'est que, et en plus quand on y travaille avec le métier que j'avais là-bas et que Irina avait là-bas, on commence à avoir accès à des lieux qui sont inconnus et qui sont juste magiques, quoi. Ah ouais, c'était extra. Ah oui, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Quand on avait remonté la rivière, Ouais. C'était top ça. Et on travaillait là, hein. On travaille, hein. Donc c'était pas mal. Ouais, il y avait des bons côtés, effectivement. Ouais. C'est clair. Et du coup, après, tu rentres en Belgique. Hein. Après la Guadeloupe, je suis rentré en Belgique avec des valises remplies de trucs bizarres. Heureusement, je me suis pas fait contrôler, mais j'avais des valises remplies d'échantillons de sol, d'échantillons d'eau de rivière, d'échantillons de plantes. J'avais des kilos et des kilos d'échantillons. Et du coup, quand je suis rentré en Belgique, j'ai fait beaucoup de laboratoires pour tout analyser. Parce qu'il me fallait transformer tous mes échantillons en données pour pouvoir ensuite faire mes modèles, comprendre les flux qu'il y avait entre le sol, la plante, les rivières, etc. Donc en Belgique, j'ai fait pas mal de labos et puis j'ai fait la rédaction de ma thèse que j'ai défendue en 2019. Donc 2 ans plus ou moins après notre retour de Guadeloupe. Ah, moi, je me rappelle votre départ là, c'était déchirant quoi. Ouais. C'était. Moi, je m'y attendais pas en fait. Ah ouais. Et, ok, mais on voit des gens partir et là de votre départ, ça a été compliqué hein, pour nous. Ouais. Et ça fait partie des inconvénients parce qu'il faut aussi en parler de vivre en Guadeloupe. Ouais. C'est que on a souvent des déchirements de ce type-là parce que les gens sont régulièrement là pour des périodes de temps limitées. Ouais. Et comme on le disait, on crée des liens familiaux très forts, mais qui du coup s'interrompent comme ça de manière assez brutale. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi des inconvénients à être là-bas. Ouais. Donc du coup, tu défends ta thèse. Ouais. Donc je défends ma thèse et à ce moment-là, je sais que j'ai pas envie de faire de la recherche. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas, ce qui est déjà pas mal. Ouais. C'est en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu hein, dans ma thèse, mais trop de choses qui ne me correspondaient pas. Beaucoup de solitude, un peu aussi le système de publication, le système aussi de postdoc, etc. Tout ça ne me convenait pas et je me projetais pas là-dedans sur du long terme et j'avais pas envie de me projeter là-dedans. Et donc après ma thèse, j'avais envie, un premier truc que j'ai eu envie de faire après ma thèse, c'était de lancer un projet. Je me disais maintenant je connais un peu 2-3 trucs sur le sol, sur les écosystèmes. J'ai envie d'avoir un impact sur la société. Hein. C'était pour ça que je m'étais lancé dans mes études de bio-ingé. J'avais envie un petit peu pour tirer le trait de sauver le monde. Et la cause écologique me touchait beaucoup. Et donc là, je me dis, j'aimerais bien lancer un projet entrepreneurial qui permette de contribuer à la cause climatique. Et ce qui me vient à ce moment-là, c'est il y a quand même un gros potentiel dans la littérature scientifique, on en parle un peu et tout ça, de stockage de carbone dans les sols en utilisant des plantes qui ont des systèmes racinaires qui permettent de stocker du carbone dans les sols, etc. Ce qui permet en fait de transformer du carbone dans l'atmosphère, qui nous arrange peu parce qu'il crée le fameux gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, hein, et de le mettre dans le sol sous forme solide et donc qui n'impacte plus le réchauffement climatique. Donc ça, c'était un peu mon idée. Et donc je me lance un peu là-dedans, mais de nulle part. Hein, donc c'est assez flou. J'ai jamais rien entrepris en termes, jamais lancé de business ni rien.
et j'ai mes connaissances scientifiques et tout ça, et donc je commence à en parler à pas mal de gens, je me renseigne, j'essaye de créer un business model qui fonctionne, etc. Mais en me renseignant, en creusant aussi la littérature scientifique, en découvrant un peu le business qui existe déjà autour de ces questions, je fais face un peu à une forme de désillusion. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de business et que l'impact est parfois limité et difficilement mesurable et quantifiable. Et enfin bref, que il y a quelque chose qui me dérange un peu dans là finalement. Il y a beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire que des boîtes vont payer pour financer ce genre de projet, le genre de projet que j'avais en tête, pour en gros considérer que l'impact qu'elles ont est compensé par le financement qu'elles font en parallèle dans des projets compensatoires, quoi. C'est comme ça qu'on appelle ça. On se lave les mains. On se lave gentiment les mains. On peut continuer à émettre nos gaz à effet de serre vu que grâce à nous, il y a du CO2 qui finit dans le sol et en plus on fait de la biodiversité et tout ça. Et donc ce système-là, j'y crois très vite plus trop. Et donc me revoilà un petit peu perdu professionnellement. Et le Covid arrive à ce moment-là. Et au milieu du Covid, d'abord je bosse un peu avec des potes qui lancent un projet pour les aider. Enfin, je suis plutôt j'ai un caractère à pas trop aimer me lever le matin sans objectif et sans savoir quoi faire. Donc, je trouve toujours des trucs à faire. Et donc, là, j'ai pas d'activité pro à moi, mais du coup, je me greffe à un projet d'amis et je les aide. C'est de nouveau sur des thématiques liées au changement climatique, etc. Mais bon, je me projette pas vraiment. C'est pas. Je sais que c'est pas un job dans lequel je me projetterai non plus. Et là, pendant le Covid, j'ai une connaissance, un ami de ma sœur qui m'appelle parce que lui travaille dans une boîte. Il fait de la consultance sur les questions climatiques. Et en fait, dans le cadre du Covid, il est engagé pour une période courte. Enfin, il sait pas trop combien de temps, mais il est engagé dans un cabinet ministériel pour aider sur la crise Covid. Et donc, il lâche son employeur pour une période indéfinie et il pense à moi pour le remplacer pour cette même période, quoi. Et il pense à moi parce qu'il sait que ces questions m'intéressent, il connaît mon expertise, mon diplôme, etc. On s'entend bien. Et donc là, je rentre dans cette boîte de consultance qui s'appelle Climact et sans trop me poser de questions parce que c'est pour un job de nouveau à durée déterminée, contrat de remplacement et tout ça, je me lance là-dedans. Et la boîte en question est vraiment très chouette. Quand je rentre, je crois qu'on doit être 15, plus ou moins 15 employés, donc c'est une petite boîte. Et ce qu'ils font est assez intéressant et pour le coup, je trouve qu'ils sont assez crédibles parce qu'ils sont pas trop sur les dimensions du business greenwashing. Ils sont vraiment travaillent sur des dimensions qui ont vraiment de l'impact et avec vraiment une vision et une envie d'avoir cet impact. Elles rentrent pas dans le jeu des boîtes qui veulent se laver les mains. Donc, je suis assez convaincu par leur vision, par les personnes au sein de la boîte. Et donc, je me fais ma petite place et j'arrive dans cette boîte avec ma casquette d'expert sur les questions agricoles, sur les questions liées au sol, à la gestion des sols, etc. Ce qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et donc, ils finissent par m'engager avec un CDI. Assez rapidement, ils se rendent compte que j'ai un chouette profil, que je fit bien, et donc ils me font un CDI. Comment elle s'appelle la boîte? Climact. Donc c'est un jeu de mots climat et acte. Ça s'écrit CLIMACT. C'est une boîte belge. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une 50aine d'employés. Donc le temps que je travaille là-bas, ça a triplé, je pense, le nombre d'employés. Enfin, ça a vraiment beaucoup enfin, il y a une entreprise à forte croissance, ce qui est assez chouette. Mais en fait, malgré le fait que j'aimais bien les gens, que ça avait beaucoup de sens, que je croyais dans le projet, etc., concrètement, je m'ennuyais. Et donc, je finissais mes semaines avec peu de motivation, peu d'énergie.
j'étais en fait pas très épanoui. Et j'ai mis un peu du temps à l'accepter et et à et à me l'avouer parce que c'était un peu mon dream job. Enfin, j'avais l'impression de faire la fine bouche en fait, de un peu jouer les enfants gâtés, être difficile par rapport à ce qui me convient professionnellement. Il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir ce que j'ai. Enfin bref, tu vois, j'avais un peu ce genre de pensée qui me maintenait dans cette position, qui me faisait penser que j'étais pas normal. Ce qui créait évidemment une baisse d'estime, qui elle-même jouait sur ma motivation. Et donc j'étais dans un cercle vicieux, si tu veux, un peu de mal-être, quoi. Que je ne m'autorisais pas à voir, ce qui accentuait évidemment mon mal-être. Et à ce moment-là, j'avais heureusement une maman psy qui m'avait déjà transféré quelques outils, mais j'avais malgré tout peu d'outils pour me comprendre, pour comprendre ce que je voulais vraiment, quels étaient mes problèmes, améliorer mon état d'esprit, et ne pas me voir comme un problème. Moi, j'avais mon bagage d'ingénieur, j'avais mon éducation, et j'avais plein de croyances inconscientes sur ce que je devais faire pour être aimé. Et donc, j'étais dans ce mécanisme jusqu'à un point où mon employeur, que j'adore et que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, me dit un truc qui m'a vraiment mis en colère. Il est venu toucher à une valeur haute chez moi. Je connaissais pas encore le concept à l'époque, mais il est venu toucher à quelque chose d'important pour moi. Ça m'a mis en colère, et cette colère, en fait, elle a été hyper utile pour me donner l'énergie dont j'avais besoin pour activer le changement. Donc la colère, c'est vraiment une émotion magique parce que c'est une des émotions qui donne le plus d'énergie. Et donc grâce à cette colère, j'ai eu l'énergie dont j'avais besoin pour mettre en place les premières pierres pour aller vers un vrai changement profond. Il t'a dit quoi? C'est pas indiscret? Alors, en gros, le contexte était que j'allais devenir papa. Je voulais à tout prix m'organiser pour être présent pour mon enfant. Et donc, j'étais en train de mettre en place un système avec pas mal de congés. En gros, l'idée, c'était de travailler à mi-temps. Okay. Mais de manière tout à fait légale. Donc, en utilisant les congés parentaux, etc. Je sais pas si ça existe en France, mais en Belgique, on a droit à des congés parentaux, en plus des congés paternité. D'accord. Et donc, c'est prévu. Ton salaire est réduit, mais tu peux travailler moins. Ton employeur ne peut pas te virer. Et l'idée, c'est d'être présent pour ton enfant, pour les périodes où ton enfant a besoin de toi. Et tu peux prendre 4 mois par enfant entre les 0 et les 12 ans de ton enfant. Ok. Et en gros, moi, j'étais en train d'organiser ça, j'étais en train d'organiser mes congés et tout. Je le faisais bien à l'avance. Mais un jour, il m'a appelé et je pense que lui, ça le mettait dans une forme d'insécurité, mais je l'ai pas vu comme ça, évidemment. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Charles, là, il faut que je remette l'église au milieu du village. Ça va pas. Bref, c'est pas possible, un truc comme ça, quoi. Et en fait, là, ça m'a pris au trip. Il était en train dans ma vision des choses à ce moment-là, de m'empêcher de devenir le père que j'avais envie d'être. Il était en train de toucher à quelque chose qui avait énormément de valeur pour moi et aussi à mon besoin de liberté, etc. Donc, il est venu toucher à des besoins profonds chez moi, à des valeurs hautes, ce qui m'a mis en colère. J'ai appelé ma mère, heureusement, qui m'a aidé à gérer la colère et à la transformer pour avoir l'énergie de mettre des choses en place pour changer. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la communication non violente. Moi, ça a été la porte d'entrée dans les outils de développement personnel. Et je te coupe. Ouais. Moi, tu vas avoir la chance, en fait, d'aller chez une personne qui est incroyable et que beaucoup de gens, à mon avis, connaissent. S'ils connaissent pas, il faut aller voir absolument les vidéos. Ouais. Du coup, c'est Thomas. Ouais, Thomas Dansbourg. Dansbourg. Qui est un nom de famille qui est très difficile à orthographier.
Est-ce Oui. que ça se dit Et à dire pour le dyslexique, est-ce que moi, j'ai une hésitation à chaque fois. Ouais. Si tu le lis, tu le dis pas comme ça, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai fait un stage chez lui à Senois. Il a un domaine magnifique dans une demeure, un château familial qu'il a repris, qui est très très beau, un lieu vraiment hyper inspirant, une personne très inspirante. Et en fait, j'ai fait un stage de 5 jours là-bas, assez intensif sur la communication non violente. Et donc, j'ai commencé à apprendre et à utiliser les outils de la communication non violente qui ont commencé du coup à mettre des mots sur ce que je vivais. Parce que avant ça, je n'arrivais pas à mettre les mots sur mes mots, les mots MAUX. Et du coup, grâce à la CNV, j'ai commencé à mettre des mots sur ma perte de motivation, sur ma baisse d'estime, sur mon insatisfaction, sur ma colère. Et ça a été pour moi le début du travail qui a duré après 4 ans. Mais je dis travail, mais j'ai envie de continuer ça jusqu'à la fin de ma vie, donc Oui. c'est pas péjoratif. Tu parles de CNV ou communication non violente? Alors après la CNV, je me suis intéressé à d'autres outils, j'ai fait d'autres formations. Donc après la CNV. Donc du coup les 4 ans, c'est par rapport à quoi? 4 ans, ouais, je dis ça parce que c'est de ce jour-là à aujourd'hui et que dans 2 ans je dirais 6, hein. Parce que c'est jamais fini. Enfin, j'espère, mais non, je suis sûr. Donc là, ça fait 4 ans que j'acquiers des nouveaux outils, que je les applique, que je les étudie, que j'essaye de les transmettre, que j'utilise dans mes coachings. Et en coachant, je travaille sur moi, évidemment. Et en apprenant les outils, je travaille sur moi. Et en fait, je dis que c'est jamais fini parce que on évolue, on vit des challenges de plus en plus importants, d'autant qu'on est de plus en plus prêt à en vivre de plus importants. Je pense que la vie nous offre ce dont on a besoin à chaque moment. Et ce qui était un gros challenge à l'époque est devenu un petit challenge pour moi aujourd'hui. Et du coup, j'ai des challenges plus gros qui se mettent sur ma route. Et c'est ça qui me fait grandir. Et donc, ouais, j'ai cette croyance que c'est infini et heureusement parce que c'est passionnant, quoi. Comme ça, tu t'emmerdes pas, en fait. Ben oui, tu vois, je te disais, j'aime pas me lever le matin avec le sentiment d'avoir rien à faire. Ben là, c'est fini, hein. C'est pas possible. Et du coup, tu sors de cette formation avec Thomas. Ouais. Alors, c'est vrai que l'histoire est pas du tout finie. Alors, à la sortie de cette formation, donc la CNV, pour ceux qui connaissent pas, de manière très schématique, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais dire, mais c'est pour avoir une idée, hein. C'est que on vit tous des émotions qui sont agréables, désagréables, centrées, et que chaque émotion que l'on vit est liée à une perception d'avoir nos besoins qui sont remplis ou non. Et on a tous des besoins communs et on a tous une hiérarchie de besoins, des besoins qui sont plus ou moins importants selon les personnes, selon ce qu'on a vécu, etc. Et quand on a la perception que nos besoins importants sont remplis, on va ressentir des émotions plutôt agréables. Mais à l'inverse, quand on a le sentiment qu'on a la perception que nos besoins importants ne sont pas nourris, on va vivre des émotions plutôt désagréables. Pour donner un exemple très concret, je vais ressentir de la tristesse quand j'ai la perception de perdre quelque chose qui m'est cher, une relation qui venait nourrir un besoin qui était important pour moi. Donc, par exemple, quand je suis parti de Guadeloupe, Guillaume a peut-être ressenti une forme de tristesse parce que le besoin qu'il remplissait en étant avec moi, donc le besoin familial, le besoin de connexion en toute authenticité, etc. Enfin, je parle à sa place, hein, mais c'est pour illustrer le principe. Non, mais c'est très juste. Il perçoit qu'il le perd, et c'est cette perception de perte qui génère la tristesse.
À l'inverse, je vais ressentir de la joie, de l'enthousiasme lorsque je vais avoir la perception que je nourris un besoin qui est important pour moi. Par exemple, c'est le besoin d'apprendre de nouvelles choses sur l'humain. Et quand je remplis ce besoin et que j'ai la perception qu'il est en train d'être rempli, ben je me sens en joie, je me sens c'est plutôt agréable. Donc ça, c'est le gros principe premier de la CNV, c'est de faire le lien entre les émotions et les besoins. Et ça redonne énormément de pouvoir, évidemment, parce que on n'est plus victime de nos émotions, on peut faire le lien entre nos émotions et nos besoins. Et puis, ben, tout est question de quelle stratégie je peux mettre en place pour nourrir mes besoins. Et comme, en plus, j'ai expressément utilisé le mot perception de besoins remplis ou non remplis, c'est que parfois, il ne s'agit pas de quelque chose de factuel, il s'agit d'une manière dont on perçoit quelque chose. Donc, par exemple, quand je pars de Guadeloupe, Guillaume a la perception de perdre des moments précieux à ses yeux où il peut être authentique, 100% lui-même, avoir des conversations profondes, etc. La réalité, c'est que sous une autre forme, il va continuer à trouver des stratégies pour nourrir ses besoins. Et s'il change sa perception, il peut tout à coup être plus à l'aise et ne plus ressentir aussi intensément la tristesse, car il peut voir sous quelle forme il est en train de nourrir ce besoin de connexion, d'authenticité, etc. Et je rajouterais que en percevant cette tristesse, ça m'informe aussi à la mesure de l'amour en fait que j'ai pour la personne en fait. Au plus je suis triste, au plus ça voulait dire en fait que l'attachement affectif, l'amour, l'amitié était fort. Voilà. Ouais, les émotions sont une boussole extraordinaire qui nous donne énormément d'informations sur ce qui a de la valeur pour nous, sur ce qu'on veut faire de notre vie, sur si on n'est pas au bon endroit. Et en fait, en coaching, en thérapie, en CNV, on va éviter d'utiliser des terminologies comme émotion négative ou émotion positive, parce que toute émotion est porteuse d'informations utiles au changement. Et le mot émotion vient d'ailleurs de se mettre en mouvement, émovere. Et donc en fait, une émotion désagréable n'est pas négative. Elle est désagréable, mais elle est aussi désagréable que ce qu'il est nécessaire pour prendre la mesure de l'action nécessaire pour venir remplir le besoin qui n'est plus nourri dans la perception. C'est une longue phrase. Un peu trop philosophique, mais dans l'idée, ça change la vie de ne plus voir les émotions désagréables comme problématiques. Oui. Et souvent, en coaching, c'est une première couche du travail qu'on va faire pour les personnes qui remettent une couche de douleur sur la douleur en voyant leurs émotions désagréables comme un problème. Quand on arrive à voir ces émotions désagréables non pas comme un problème, mais comme une information, eh ben, on reprend le pouvoir et ça enlève une couche de douleur déjà à la douleur. Ce qui est super intéressant, évidemment. Bien sûr. Donc voilà, je sais plus, c'est très arborescent comme pensée. Hein, parce que je parlais de mon stage en CNV, mais donc j'ai ces outils-là en sortant de ce stage. Et à ce moment-là, ce que je pense vouloir pour ma vie, c'est de reprendre le verger de mon père. Mon père est producteur de pommes et poires. Ils sont délicieuses. Très bonnes pommes, très bonnes poires. Et il fait aussi du raisin, des cerises. J'ai grandi dans un univers agricole avec un père agriculteur qui était producteur de fruits. Et avec les avantages et les inconvénients que ça a de vivre dans ce contexte-là. Et après ce stage, j'ai le sentiment que j'ai envie de reprendre le verger et de le transformer à mon image, d'en faire un lieu dans lequel je produis des choses, dans lequel j'accueille des gens, dans lequel je participe à transformer des vies, etc. Enfin, vraiment un truc très holistique. Et en sortant du stage de CNV, c'est ce projet-là qui m'anime. J'ai une nouvelle vision sur mon futur qui me donne beaucoup d'énergie et qui me donne une nouvelle boussole par rapport à là où j'en étais avant. J'étais assez perdu professionnellement, vu que je passais d'insatisfaction en insatisfaction.
Et donc, après ce stage, j'ai cette idée. 2 mois après, il y a ma fille qui naît, donc mon premier enfant. Et j'annonce à Climact en même temps, j'aime bien combiner les choses, que je désire quitter la boîte parce que j'ai envie de lancer mon projet. Donc la colère, elle m'avait donné suffisamment d'énergie, et puis j'avais ce projet en tête qui m'a donné encore plus d'énergie, et donc j'avais envie de me lancer concrètement là-dedans, et de manière super bienveillante et de manière aussi clairvoyante pour moi. On se met d'accord avec Climact, ma boîte, pour que je passe indépendant et que je continue à travailler partiellement pour eux, pour avoir quand même une source de revenus. Et donc, ce que je fais, je passe indépendant et je continue à bosser pour eux 2 jours par semaine. Et l'idée, c'est de travailler sur moi et sur mon projet en parallèle de ça, pour lancer cette idée de reprendre le verger. Et donc je me lance dans ce projet avec d'abord l'envie de créer un produit qui permet de valoriser les fruits, parce que ce que j'ai vu en grandissant et en voyant mon père travailler, c'est que la rentabilité d'un verger est limitée, et de plus en plus limitée parce que par rapport à l'évolution du marché, etc., il devenait relativement petit par rapport à ce qu'il faut pour être vraiment rentable. Enfin bref, j'ai envie de créer un business model qui fonctionne et qui permet de rentabiliser les fruits. Et donc bref, je commence avec l'idée de lancer un produit à partir des fruits. Et je crée le projet qui existe toujours encore aujourd'hui, de Vendredi Apéro. Et en gros, l'idée de Vendredi Apéro, c'est de transformer les fruits en une boisson apéritive non alcoolisée. Et pourquoi ce produit ? Parce que je suis sensible aux questions de la santé, je suis sensible aux questions écologiques, je suis sensible à l'inclusion, etc. Et donc, je crée un peu un espèce de produit qui a du sens pour moi et qui permet de valoriser les fruits, avec la vision de un jour, ce produit me permettra de rentabiliser les fruits et donc d'avoir un verger rentable et pouvoir faire d'autres choses en parallèle. Ça, c'était avant, parce que après. Et du coup, excuse-moi, le produit, je l'ai jamais vu et j'ai jamais goûté. Ouais. Et du coup, c'est quoi ? C'est un jus de fruits ? Ouais, t'as raison. Alors non, c'est pas un jus de fruits. C'est à base de fruits, mais comme le vin, on transforme les jus. Pas comme le jus de banane, j'espère. Pas comme le vin de banane. C'est pas du vin de banane. Non, parce qu'il y a plein de choses bonnes à partir de banane, mais le vin de banane, c'est pas terrible. Là, en fait, l'idée c'était d'avoir un truc pas trop sucré et plus subtil qu'un jus de fruits. D'accord. Et donc on transforme les jus avec du kéfir. Je sais pas si tu connais, si t'as déjà entendu parler. En gros, c'est des micro-organismes qui font une fermentation. Mais si tu veux, il y a 2 types de fermentation. Comme ça, on fait un peu de biochimie et je reprends ma casquette de bio-ingénieur. Il y a la fermentation alcoolique qui transforme le sucre en alcool et la fermentation lactique qui transforme le sucre en acide lactique. Okay. En fait, c'est assez simple. Et c'est juste 2 micro-organismes différents qui qui travaillent différemment et qui transforment les sucres de manière différente. Et donc, nous, on met des micro-organismes qui transforment le sucre en acide lactique dans les jus pour transformer le sucre en acide lactique. Et donc, en fait, le sucre diminue et en parallèle, tu as l'acide lactique qui augmente. Et donc, tu as une boisson qui est moins sucrée, plus acidulée, pétillante à la fin, quoi. Après la fermentation. Et c'est super intéressant parce que tu as le goût fermenté, tu as plus de notes qu'un jus et t'as vachement diminué la concentration de sucre. Ah, c'est génial. Et l'air de rien, le sucre, même si c'est un jus de fruits, en fait, c'est pas si bon pour la santé que ça. Oui. Dans un jus de pomme, t'as 10 grammes de sucre par 100 grammes. Donc, c'est comme du coca en termes de sucre. Donc, quand tu bois un jus de pomme, tu fais un gros pic de glycémie et l'air de rien, ça a des impacts sur la santé aussi. Donc, en faisant cette fermentation, on diminue par 5 la concentration de sucre. Et donc, on a un truc qui limite vachement le pic de glycémie
et en même temps qui est un peu plus festif, je trouve, et un peu plus inclusif pour les personnes qui boivent pas d'alcool, parce que t'as pas le sentiment de boire un jus de fruits. Je trouve il y a un petit côté infantilisant à boire ton jus de pomme quand les autres boivent du champagne. Donc le produit, franchement, il est hyper chouette et il existe toujours. Et un jour, c'est génial. Ah bah ouais, carrément. Et c'était hyper intéressant de développer ce produit. J'ai vraiment adoré le travail créatif, tout et ça. Du coup, on le trouve en Belgique? Ouais, je pense pas qu'on le distribue déjà en France. Non, on le trouve en Belgique. Ouais, mais il faut que tu viennes, hein. De toute façon, peut-être qu'un jour il sera disponible en France. Je vais continuer l'histoire comme ça. Génial, c'est génial, c'est génial. Ouais, c'est chouette. Franchement, je suis très très fier et très content de ce projet. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que en l'été d'après, donc l'été 2020, non, 2021, l'été 2021, je commence la CNV. L'été 2022, je commence une formation avec David Laroche. Ah oui. En coaching profond. Et en gros, l'idée, c'est que en découvrant la CNV, je découvre des outils, je m'intéresse de plus en plus au développement personnel, à la psychologie, à la thérapie. Mais je m'instruis et je me forme par moi-même. Il y a des vidéos, des livres, etc. Et un an après, je commence à avoir envie d'apprendre des choses de manière un peu plus active, un peu plus concrète et de continuer à mieux me comprendre, mieux me connaître, savoir ce qui va vraiment m'épanouir professionnellement. J'ai un peu cette obsession. Et donc, je commence une formation qui est une formation à la base pour devenir coach avec David Laroche. Et je commence avec une première formation de 1 an. Et là, j'apprends beaucoup d'outils, mais aussi, au sein de cette formation, on se coach les uns les autres entre étudiants. Et donc, je me fais coacher tout le temps. Et je coach tout le temps. Et avec Effet Miroir, je me coach en fait en permanence. Et avec les outils que j'acquiers, je travaille vraiment de manière assez active sur moi. Et donc ma vision évolue évidemment. Et je pense qu'elle évolue en permanence, hein, comme tu l'auras compris. Mais donc l'idée de reprendre le verger, de le transformer, etc., ça commence à évoluer dans ma tête. Et je dis pas que le projet a disparu, mais en tout cas, s'il existe encore, il est plus loin. J'ai d'autres projets entre les deux et des visions moyen terme qui ont un peu évolué. Et donc cette formation en coaching d'abord d'1 an que j'ai prolongée d'une 2e année et puis là je continue encore à faire des formations. Ça m'a donné envie d'accompagner les autres. Et j'ai réalisé que ce qui me fait beaucoup de bien, ce qui me nourrit, ce qui m'apporte beaucoup, c'est d'une part d'apprendre sur l'humain, la psychologie, de transmettre sur ces sujets, mais aussi d'accompagner les gens avec ces outils. Et donc avec le coaching, finalement, je nourris beaucoup de mes besoins profonds, de mes valeurs hautes. Et donc, ma priorité aujourd'hui, c'est de développer ça, c'est de développer mon activité de coaching, de développer des moyens de transmettre les outils de coaching et de continuer à apprendre là-dessus. Et peut-être qu'un jour, je créerai un lieu incroyable dans le verger de mon père, mais je pense que ça viendra un peu plus tard. Il y a un lieu incroyable. L'endroit est magique, on s'est marié là-bas. L'endroit est vraiment, vraiment magique. C'est fabuleux. Et tu embrasseras tes parents qui sont... Ouais, je n'y manquerai pas. J'ai de la chance aussi. Ouais. Ils sont fabuleux. Ouais. Et pour la petite anecdote, dans une conversation, Charles me dit, me lâche le mot David Laroche. Ouais, c'est vrai. Et là, sur le coup, je dis trop rien parce que pour moi, David Laroche, je le supporte pas. Et c'est vraiment la personne du coaching que j'exècre en fait. Et j'ai ta mère aussi à ce moment-là, et elle me dit mais on part le week-end, faire un stage avec David Laroche où il parle le week-end. Et moi je dis rien et tout ça, et
et le coup d'après, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je lui dise parce que là, je connais mon Charles, c'est quelqu'un de lucide, d'intelligent, de posé, de réfléchi. Mais qu'est-ce qu'il fout avec David Laroche? Et du coup, je t'en parle et je te dis, je t'en parle en plus avec des petites pincettes. Je fais David Laroche, c'est bien le David Laroche qu'on voit et tout ça. Et, et il y a Charles qui me dit alors je vais te passer une vidéo. Tu vas la regarder. C'est une interview. Enfin, c'est David Laroche qui interviewe Gad Elmaleh. Et là, je fais non mais là tu veux m'achever. Je les supporte pas tous les deux. Et il me dit non mais fais-moi confiance. Écoute cette interview. Et donc moi j'aime faire des expériences et ma pensée, je sais que ma pensée évolue et là je me fais violence et je mets le podcast et dans les 3-4 premières minutes en fait je vais dévorer en fait le podcast parce que je vais découvrir David Laroche en fait dans ce podcast. Je vais découvrir que en fait je pense que l'image qu'il donne ou qu'il a véhiculé malgré lui, ou je ne sais pas, ne reflète pas qui il est. Et je vais enchaîner de ce podcast, je vais enchaîner, mais genre, comme d'accoutumé, dès quand je commence à mettre le doigt dans quelque chose, j'y mets le coude et j'y vais entier, et je vais écouter vraiment un nombre, pas tout, mais vraiment un bon paquet de podcasts. À chaque fois, ça m'amène sur des sujets hyper intéressants. Et je remarque en fait que les invités, quels qu'ils soient, ça va être un ancien du GIGN, ça va être un businessman, ça va être un acteur. Tous le respectent. Et le respectent pas d'un faux respect en fait. Il y a vraiment un échange qui est riche. Et à aucun moment il est pris de haut ou il prend de haut. Et j'ai vraiment découvert David Laroche sur ses interviews. Et après, toi, parce que par les séances que tu m'as faites, que j'ai trouvé, pour le coup, qui ont fait partie aussi des jalons dans ma vie qui ont fait clac, qui ont fait basculer des choses à des moments difficiles. Et je me suis dit, en fait, on peut avoir l'image de quelqu'un et cette image peut encore évoluer. Chose que je savais. Mais lui, ça a été vraiment, c'était compliqué. Super intéressant. Je trouve qu'il y a deux trucs hyper intéressants dans cette histoire. C'est, le premier, tu l'as dit, hein, c'est l'image qu'on a de quelqu'un est parfois fausse et c'est parfois il faut se faire violence pour aller au-delà des préjugés et donner une chance à l'autre d'être respecté. Et l'autre truc qui est intéressant, je trouve, c'est de la pensée de se dire mais qu'est-ce qui m'énerve à ce point-là chez ce gars ou ce qui m'énervait quoi. Parce que j'aime bien l'idée que les parties qu'on n'aime pas chez l'autre, les traits de caractère qu'on n'aime pas chez l'autre, à chaque fois qu'on va les incarner, on va ne plus s'aimer. On va pas aimer cette partie de soi. On va pas aimer ce trait de caractère. Et donc, en fait, c'est une opportunité pour apprendre à aimer toutes les parties de soi, de voir les traits de caractère qui nous répulsent chez les autres. Parce que j'ai une croyance aussi, c'est que on va tous, à certains moments de notre vie, exprimer les différents traits de caractère possibles qui existent, disponibles pour l'être humain. Même si on aimerait bien de temps en temps ne pas exprimer certains traits de caractère parce qu'on nous colle des étiquettes dessus, on finit tous par, dans certains contextes, exprimer les différents traits de caractère. Et donc, je trouve que c'est intéressant quand on a quelqu'un comme ça qui nous répulse presque, ou enfin, tu vois, l'idée que tu avais de lui, de peut-être le gars peut-être un peu hautain, ou j'en sais rien, confiant, un peu à l'américaine et tout. Exactement. Se dire, tiens, qu'est-ce qui m'énerve à ce point? Quel trait de caractère en particulier? Et d'équilibrer ta perception par rapport à ce trait de caractère pour
quand toi tu l'exprimes ou quand toi tu voudrais peut-être inconsciemment t'autoriser à l'exprimer, tu puisses le faire dans l'amour de toi, quoi. Voilà, c'est la parenthèse philosophique, mais je trouve que c'est intéressant d'utiliser, et c'est encore une fois l'utilisation de nos émotions, de ce qu'on ressent, pour grandir et en faire quelque chose et pas juste être victime de ce qu'on vit. C'est un levier intéressant, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, 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 et complètement. Et c'est aussi, je vais même aller un poil à côté aussi sur accepter les parts de soi. Chez Jung, c'est aller visiter ses parts d'ombre, en fait. Et de croire que on n'est pas violent, de croire que on a tous des parts de nous, on est des multi-aspects intérieurs. Et on a nos parts connards, on a nos parts. Bah ouais, c'est sûr. Après, on peut y faire face et on peut aussi aller regarder ce qui s'y joue et y mettre de la lumière et avoir le choix de les nourrir ou pas, en fait. Ouais. Et un premier exercice qui est assez efficace en soi, c'est pour sortir de l'étiquette qu'on a tendance à mettre sur certains traits de caractère. Et les étiquettes qu'on met sur les traits de caractère, en général, on les construit avec notre éducation, avec la bulle dans laquelle on grandit. C'est d'équilibrer les perceptions qu'on a des avantages et des inconvénients que ça a d'exprimer ce trait de caractère. Parce qu'on part d'un postulat qu'on nous a imposé, enfant, par exemple, moi je suis dans une famille où se mettre en colère et exprimer sa colère de manière relativement violente, disons, c'est mal. Crier, tout ça. Et du coup, si je remets pas ça en question à chaque fois que je vais être violent ou que je vais exprimer une forme de violence, je vais m'en vouloir, je vais pas m'aimer. Mais à partir du moment où je décide de travailler là-dessus et sur cette part d'ombre et du coup de l'aimer, d'apprendre à l'aimer, c'est sortir du postulat de base de c'est mal en identifiant tous les bénéfices que ça peut avoir pour moi et pour les autres de me mettre en colère de manière violente. Et la réaction, parfois je pose cette question en coaching à mes clients qui me disent mais je me déteste quand je m'énerve de manière violente comme ça, c'est horrible, les pauvres, etc. Et je pose la question, non mais quel bénéfice ça a pour l'autre que tu t'énerves sur lui comme ça? Comment ça, quel bénéfice? Il comprend pas la question. En général, cette question, on la comprend pas. Mais comment ça a un bénéfice de se faire gueuler dessus par quelqu'un? Je comprends pas. Et en fait, en creusant, on trouve des bénéfices. Et après, ça propre à chacun, propre à chaque situation. Mais par exemple, la colère exprimée de manière virulente permet de parfois dire des choses qui sont difficiles à dire, qui ont besoin d'être dites. Et le fait d'être blessé par quelqu'un qui est violent nous aide à nous-mêmes exprimer la colère si on a du mal à l'exprimer et à dire des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on a besoin de dire. Donc ça peut parfois vider les vases les uns des autres, d'avoir un peu de virulence, un peu de violence verbale. Ça peut aider l'autre à aller chercher de l'amour ailleurs, à être reconnu, à avoir une forme de soutien de la part de ses amis, etc., de se mettre un peu dans une posture de oh là là, je me suis fait violenter, etc. En bref, il y a finalement, si on creuse, on peut trouver pas mal de bénéfices pour l'autre à être victime de violence ou alors pour soi à exprimer de la violence. Et l'idée, c'est d'équilibrer nos perceptions sur les différents traits de caractère et de sortir de l'étiquette qu'on a reçue quand on était enfant, quoi. Voilà, je trouve ça intéressant. Et en fait, avec David Laroche, j'avais un peu le même a priori que toi. J'ai aussi déjà entendu pas mal de personnes ayant le même a priori.
Et donc, je pense que dans la bulle dans laquelle on grandit en Belgique, en France, etc., il y a des traits de caractère qui sont étiquetés et que lui a exprimé parce que je pense qu'il s'est formé un peu aux États-Unis, etc. Et nous, on n'est pas trop à l'aise avec certains traits de caractère que lui a exprimé. Et je pense qu'aujourd'hui, il a évolué, il les exprime différemment et c'est pour ça qu'on adhère plus facilement à ce qu'il dit et à la manière dont il le dit. Mais donc, c'est intéressant de conscientiser simplement qu'on a des étiquettes qui sont certainement liées à la culture française, à la culture belge, à notre éducation, à ce qui est bien, ce qui est mal, qui nous font considérer un trait de caractère comme oh là là, celui-là, il se la pète, il considère pas les autres, il pense qu'à lui. Enfin, bref, un peu les a priori qu'on peut avoir sur certains traits de caractère, quoi. Je trouve ça intéressant. Oui, surtout que quand tu écoutes son parcours, il est incroyable. Ouais. Il est incroyable son parcours. Lui, il part c'est un enfant qui fait même un ado, un jeune adulte qui est introverti, qui est timide, qui ose pas parler, qui est tout maigrichon, et qui va décider de se transformer, quoi. Ouais, c'est une histoire hyper inspirante et de nouveau, si on reste dans le jugement et que du coup on ne s'autorise pas à travailler sur soi et sur les traits de caractère qui nous énervent, etc., peut-être qu'on se coupe de certaines opportunités, certaines relations parce qu'on a des a priori. Peut-être que jamais t'avais pas eu le courage de un peu te forcer à aller écouter ce podcast, ça aurait pas eu cette richesse. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, du coup, ça t'a apporté quand même pas mal de trucs. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Dans le même genre, il y a Tony Robbins aussi, qui est son histoire est pas mal non plus. Ouais. Et pour le coup, il est super inspirant. Et si tu regardes une vidéo de lui sur Internet ou quoi, tu peux te dire c'est qui ce type, il se prend pour des curieux. Ouais. C'est un pasteur américain. Tu te dis. Donc ouais, c'est intéressant de parfois prendre un pas de recul et de conscientiser les a priori, les jugements qu'on a pour simplement peut-être faire le travail de se dire tiens, là ma perception est déséquilibrée par rapport à ça. Est-ce que j'ai envie de l'équilibrer pour m'ouvrir à d'autres choses, pour m'aimer davantage, ou est-ce que j'ai envie de rester l'enfant qui a une étiquette sur ça et dernier truc intéressant par rapport à ce sujet-là, c'est que plus je m'interdis d'incarner ma part d'ombre, les traits de caractère que j'aime pas, plus c'est mes parts d'ombre qui vont me contrôler et qui vont s'exprimer inconsciemment quand je le veux pas. Donc plus je m'en veux de me mettre en colère, plus la colère va venir, plus je m'en veux d'être timide, plus je vais être timide. Et donc tous les traits de caractère qu'on n'assume pas et qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas équilibré, ils vont nous contrôler, ils vont s'exprimer de manière incontrôlée. Alors que quand on est à l'aise et qu'on aime les différentes parties de soi, les différents traits de caractère, on est beaucoup plus à même de décider quand on les exprime ou quand on les exprime pas. Oui. Et ça, c'est super intéressant aussi dans le voyage de l'amour de soi et de l'authenticité. Oui, parce que pour mettre au clair, en fait, les gens qui écoutent, tu n'es pas en train de justifier la violence. Ah oui, c'est vrai que c'est important. Effectivement. Non, je dis pas que c'est bien ou c'est mal d'être violent. Je dis juste que si on a beaucoup de mal avec la violence, il y a plus de chances qu'elle s'exprime de manière incontrôlée dans notre vie et qu'on se déteste à chaque fois qu'elle s'exprime. Alors que si on a équilibré notre perception vis-à-vis de la violence, sans dire qu'elle est bonne, évidemment, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais sans dire non plus qu'elle est que mal, on reprend le contrôle là-dessus. Et on accepte l'idée d'être un humain qui parfois a beaucoup de colère en soi et il y a beaucoup moins de chances d'exprimer la colère sous forme de violence si on est à l'aise avec l'idée que la violence existe. Oui, parce que là, on parle pas du tout de victimes de violence, enfin de grosses violences ou de perversion narcissique ou
ou de sociopathe, etc. Là, c'est vraiment... Non, même si quand on travaille là-dessus en thérapie ou en coaching sur les personnes qui ont été victimes de ce genre de choses, une manière de traverser ça, c'est aussi d'une certaine manière de voir ce que ça leur a apporté dans leur vie, etc. Bien sûr. Mais j'ai pas envie effectivement que les gens se mettent en tête que je suis un fervent défenseur de la violence dans le monde. Tu viens de parler de communication non violence. Voilà, c'est non ça. violente. Cet En homme fait, est fou. J'ai un peu changé de point de vue, donc je voulais sauver le monde avec le changement climatique, et puis j'ai voulu. Tu vas devenir le maître du monde. Aujourd'hui, je défends la violence dans le monde. Je suis pour la violence. Non, et j'espère que c'est pas ce enfin, l'idée, c'est pas de faire comprendre ça. Effectivement, c'est. Et j'ai créé une boisson diabolique. Ouais. Alors, ça réveille la violence en vous. C'est génial. Et non, évidemment, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment l'idée, c'est plus j'arrive à voir de manière équilibrée les différents traits de caractère. Plus je suis à même de m'aimer, parce que à tout moment dans ma vie, je vais exprimer l'un ou l'autre trait de caractère. Et moins ils vont me contrôler, et plus je vais être en mesure de décider qui j'incarne, à quel moment, etc. C'est vraiment l'idée, et ça vient aussi de la communication non violente, c'est d'utiliser les émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelque chose qui met en mouvement. Et quand l'émotion est liée à la colère ou le fait de la perte d'estime de soi, etc., ben c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour nourrir les besoins derrière qui me permettent de rééquilibrer ça. Et comme dirait Marshall Rosenberg, du coup le papa de la communication non violente, qui à la base la traduction française de communication non violente et ou même la communication non violente, il hésitait à donner ce nom-là parce que il y a tellement d'a priori en fait sur quand je parle de communication non violente, on croit que c'est non intense. Et que dans Marshall Rosenberg, c'est Issa Padovani qui en parle bien. Elle l'a rencontré et elle a eu de nombreux stages avec lui. Et elle disait en fait que c'était quelqu'un de colérique. C'était un ancien boxeur. Donc, et lui disait enlevez le miel de votre bouche en fait. Et c'est vrai que la communication non violente, comme je disais, en ce moment est beaucoup enseignée, mais pour moi. De manière, on dirait des débiles qui parlent, quoi. Enfin, et je pense que on perd petit à petit l'essence de la communication non violente, du message de Marshall. La communication non violente est une voie. C'est-à-dire que même lui disait, on pourra jamais la maîtriser à 100% parce que il y a des jours où on n'arrive pas à s'apporter de l'empathie, on bouge tous les jours et on essaye de faire au mieux. Et c'est vrai que moi j'adore cet outil parce que c'est pas un outil, c'est plus qu'un outil, comme je disais, c'est une voie en fait, c'est une voie de transformation. Et comme tu disais. On est sans arrêt en train de se transformer et je vous invite à aller voir les vidéos de Marshall Rosenberg et de Thomas Dansbourg. Ouais. Surtout qu'il y a pléthore de choses sur Internet, surtout avec Thomas. Ouais. Et cessons d'être gentils, soyons vrais. Ouais. C'est un livre et une conférence. Cessez d'être gentils, soyez vrais. Ouais. Un très bon livre. Il en a écrit plusieurs qui sont assez inspirants. Et oui, c'est vrai que parfois il y a une petite étiquette bisounours un peu qui colle à ce mouvement. Et l'idée c'est pas de rentrer dans des visions binaires des choses. Il faut être gentil. C'est en fait. Et pas du tout en plus. Et voir le contraire, quoi, comme tu dis, avec Marshall Rosenberg qui lui-même avait
ces traits de caractère parfois colériques, etc. quoi. Mhm. Et c'est inspirant, c'est d'autant plus inspirant que ce gars-là s'autorise ça. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça le message que je veux faire passer, c'est que il faut s'autoriser et s'aimer dans toutes nos facettes Mhm. pour vraiment réussir à être soi-même et à savoir ce qu'on veut vraiment et à savoir comment on veut l'être, comment on veut être, comment on veut incarner ce qu'on veut, etc. Et tant qu'on a des étiquettes qui nous empêchent potentiellement d'incarner un trait de caractère, une partie de soi, on ne s'autorise pas à être pleinement soi et on ne s'autorise pas à s'aimer dans notre entièreté. Mhm. Et si à chaque fois que j'exprime de la colère ou à chaque fois que je suis égoïste ou à chaque fois que j'ai envie d'attirer l'attention, je m'en veux et que je me déteste, bah potentiellement, bah je vais inconsciemment, je vais pas m'autoriser à faire plein de choses et je vais me couper de mon élan de vie, quoi. Donc c'est vraiment ça le message que je veux faire passer, c'est s'aimer dans toutes ses dimensions. Vaste programme. Et c'est pour ça que ça dure toute une vie. Mais ouais. Non, mais et ce qui est chouette avec la communication non violente, pour revenir encore une dernière fois là-dessus, c'est que c'est vraiment, allez, une fois qu'on a certains réflexes, c'est dans son quotidien, c'est finalement assez facile à utiliser. Une fois qu'on a vraiment les bases, utiliser les bases, c'est plus que ce que j'ai expliqué aujourd'hui, mais de simplement être connecté à ses émotions et à faire le lien avec ses besoins, et puis à développer des stratégies pour nourrir ses besoins ou nourrir la perception qu'on nourrit ses besoins, bah, on peut l'utiliser tout le temps et on sort automatiquement de la position de victime parce qu'on a du contrôle là-dessus, quoi. Donc c'est un outil qui est vraiment chouette pour ça. Et c'est un outil qui est vraiment chouette. Et même si on n'y arrive pas sur le moment, je sais que, tu vois, nous, c'est un outil qu'on a développé et qu'on utilise aussi avec Irina dans notre communication et qu'on utilisait et qu'on utilise encore. C'est-à-dire que si à un moment donné, ou comme avec toi, je peux me frictionner, ça peut partir même en haute intensité, sur une colère ou quoi. On peut revenir dessus et prendre du recul et voir qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Et là, c'est d'une richesse incroyable surtout que un des postulats de base de la communication non violente, c'est de sortir du tort ou raison. Et quand tu vas débriefer sur une situation où tu sors du tort ou raison, tu vas pouvoir dire ah ouais, mais toi quand tu m'as dit ça, moi j'ai senti ça et ah bon et en fait et du coup c'était quoi comme besoin, et là tu vas enquêter en fait sur toi. Et tu vas dérouler une pelote comme ça, et c'est un jeu qui est vraiment c'est de l'exploration de soi, mais de manière jouissive, quoi, parce que tu découvres en fait. Ouais. Et ce que tu dis là, c'est super, c'est un outil génial, c'est d'adopter une posture d'observateur. J'observe ce que j'ai vécu comme si j'étais à l'extérieur et que j'essayais de comprendre, toi, la posture d'enquêteur. Elle est hyper puissante dans ce genre de situation, et effectivement la compréhension de friction, de conflit, etc. Et ça change tout en fait d'adopter cette posture, parce qu'on sort automatiquement de l'émotionnel, on essaye de comprendre, comme tu dis. Et un truc qui est génial aussi avec ça, c'est que on se rend compte que toute émotion est légitime. Oui. Il n'y a pas d'émotion illégitime. Chaque émotion a sa raison d'être et elle a pour informer, donner un message. Et à partir du moment où on aborde des frictions dans la relation avec ce postulat et avec le rôle d'enquêteur, on sort automatiquement de j'ai tort, tu as tort, j'ai raison, etc. pour comprendre, tiens, ton émotion, elle vient
d'où elle vient, quel besoin n'a pas été nourri. Ah ben, on peut prendre la liste des besoins pour essayer de comprendre, comme tu dis, un peu être enquêteur, etc. Pour comprendre ce que l'autre a vécu, comprendre ce que nous on a vécu. Et ouais, c'est vraiment génial. Hein. C'est hyper puissant. Eh ben, Charles, on va pas tarder à conclure. Ouais. Parce que c'est une super conversation, mais tu sais, Ça peut encore quand on a des rendez-vous, ça nous est arrivé de ne pas pouvoir faire le rendez-vous parce qu'on parlait trop, en fait. Et, ouais, on programme des réunions pour avancer sur des trucs. Et après 3/4 d'heure, on se dit merde, il reste 15 minutes. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est sûr, il y aura encore plein de trucs à dire. Du coup, toi, en ce moment, donc, t'es coach. Ouais. Je mettrai les liens. Hein, ouais. Donc en ce moment, pour clôturer mon projet de boisson que j'ai introduit, j'ai dit je vais vous expliquer où ça en est. Lui, il continue d'exister. On est 4 dans le projet et on fait ça entre cousins. Donc c'est hyper chouette. Génial. Ça a du sens pour moi aussi de faire ça en famille parce que c'est un endroit familial et donc ça a beaucoup de sens. Et on fait tout ça à côté d'autres activités pro. Et le projet il existe et on fait ça un peu de manière passive à côté de notre travail. On essaye de mettre un peu d'énergie dedans et donc ça c'est très chouette. Et au niveau de mon activité de coaching, pour l'instant, je suis en train de créer un truc qui me donne beaucoup d'énergie. Je suis en train de créer un programme d'accompagnement et l'idée c'est que à partir de septembre, je lance des classes de cours avec plusieurs élèves et d'avancer ensemble sur 4 mois avec 4 modules et avec des contenus qui sont sous forme de cours ensemble où on fait on avance sur des sujets pendant 3-4 heures par semaine en soirée et pendant les classes je vais transmettre des principes, on va pratiquer. On va apprendre à expliquer les principes pour être sûr de les avoir compris. Les étudiants, enfin, je sais pas encore très bien comment appeler les personnes qui vont participer à mon programme, mais vont se coacher entre eux pour avancer, pour avoir les effets miroirs, etc. Peut-être que parfois je vais coacher les gens, certaines personnes devant les autres, etc. Donc, je suis en train de créer tout un programme comme ça qui me donne beaucoup d'énergie parce qu'il vient nourrir mon besoin et mon envie de transmettre. J'aime vraiment bien transmettre. Il vient nourrir mon besoin d'accompagner avec le coaching et mon besoin d'apprendre en permanence de nouveaux outils, de nouvelles choses, etc. Parce que l'idée, c'est d'enrichir ce programme en continu. Donc, il y a ce projet-là qui est en train de se construire. En parallèle de ça, pour l'instant, je fais du coaching individuel. Et donc, je vois les gens à la séance, soit en présentiel à Bruxelles, soit via en visio. Ce qui marche assez bien, nous deux, à chaque fois on a fait des séances à 2 en visio et avec toi j'ai bien aimé parce qu'on a fait des séances assez longues, très précis pendant 3-4 heures et on va au bout, c'était hyper chouette. Donc je fais ça, j'accompagne à la séance ou je vends des packs d'accompagnement individuel. T'as un site, je pourrais mettre les... Ouais. De toute façon, je vais mettre toutes les infos, même si vous regardez en fait cette vidéo et que c'est septembre déjà passé et que la classe est en ligne, etc. Moi, je mets à jour les liens. Ouais, et l'idée ça va être de créer des nouvelles classes au fur et à mesure. Donc, la première c'est en septembre et je pense que tous les 2 mois, je relancerai une nouvelle classe. Donc, que les gens puissent commencer soit en septembre, soit en novembre, soit en janvier. Et l'idée, ça va être d'avoir des classes comme ça. Et je pense que j'aurai 2 classes en parallèle, quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu la vision que j'ai pour l'instant. On va voir si ça évolue. Mais donc je vais communiquer les liens. J'ai un site internet, j'ai une page Instagram et un compte LinkedIn. Est-ce qu'on peut voir la boisson aussi? Il y a un site? Ouais, il y a un site. Je vais aussi donner le site pour la boisson. Ouais, c'est le site est très beau pour la boisson. On peut la commander ou c'est... Alors, je pense pas qu'on puisse la commander en ligne aujourd'hui pour la France. Mais s'il y a beaucoup de demandes, mettez en commentaire pour qu'on le sache. Ah ouais, on va essayer de mettre en place des solutions.
Parce que oui, nous on a l'envie évidemment d'élargir notre spectre de distribution. Et si on est persuadé qu'il y a de la demande, bah c'est encore plus simple. Donc, c'est parce que c'est génial, tu vois. Moi, je sais que je peux avoir vraiment des périodes où j'aime bien l'apéro et des longues périodes où je bois pas du tout, en fait. D'accord. Ouais. Et dans ces moments-là, bon, tu trouves des boissons un peu alternatives. Mais tu tournes vite. Ouais. Il y a pas beaucoup de choses, en fait. Et nous, la boisson a vraiment été pensée pour remplacer un truc festif. Donc la bouteille est chouette. C'est une bouteille en verre avec une capsule, une belle étiquette. T'as un côté un peu terroir aussi. Okay. Donc on a voulu vraiment créer un truc qui fait fête, quoi, où on n'a pas l'impression de boire son soft ou son jus de fruits quand les autres sont en train de boire un rhum, bon vin, un bon rhum. Donc voilà. Donc ouais, je vais te donner aussi le lien pour ça. Et alors le dernier projet qu'on a, c'est la retraite de reconnexion à soi, d'alignement concret avec Guillaume, qui va avoir lieu en octobre, début octobre. Ouais, c'est ça. Qui arrive là, 2025. Ça, je pense qu'on va vous en reparler très vite. On est en train de boucler ça. Ouais. Aussi un beau projet qui me donne aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Ouais, moi aussi. Ça, je trouve ça excitant, quoi. Ouais, c'est génial. Et on s'est dit avec Guillaume, en fait, à la limite, même s'il n'y a pas de participants, on s'en fout, parce qu'on est tellement content de créer le programme. Au revoir. Donc franchement, pas de pression. Si vous voulez pas venir, c'est pas grave. Nous, quoi qu'il arrive, on va se faire un beau week-end. C'est ça. C'est clair. Mais si ça vous parle, on vous en reparle bientôt. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci Charles. C'était vraiment un bonheur de partager ce moment avec toi. Merci à toi. Et on se revoit vite. Ouais. Et merci. Merci à toi, avec amour, et à très très bientôt. Ouais. Bisous. Bisous. Ciao. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, activer la cloche pour être prévenu pour les prochains, parce que je pense que je vais en faire d'autres. Et promis, la prochaine fois, je vous la fais courte.